Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, ouverture prochaine de la nouvelle gare routière Harbi. Et dans l'actualité internationale, en Europe, l'Espagne décrète l'état de catastrophe naturelle. Le Portugal lutte contre les flammes. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, la gare routière de la place Harbi ouvrira bientôt ses portes. La finition de cette gare s'accélère et pourrait être prête en ce début d'année scolaire. C'était l'objectif même de la visite effectuée sur le terrain par le maire de la ville en compagnie du ministre de l'Intérieur et de l'Environnement. Le maire, toujours accompagné des deux ministres, s'est entretenu à cette occasion avec le responsable de l'entreprise chargée de la construction pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. En effet, cette gare routière transmise, notamment, c'est là toute la place a été couverte et des bancs ont été prévus pour accueillir ces flux. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la ville de Djibouti, une vision chère au président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, vision à laquelle adhère pleinement le nouveau maire de la ville de Djibouti. Autre actualité nationale, l'IGAD, en collaboration avec la coopération allemande via le GIZ et le gouvernement djiboutien, le GIZ et le gouvernement djiboutien et le ministère de l'Éducation ont organisé une réunion de consultation de 2 jours sur le plan de réponse chiffré de l'éducation nationale de Djibouti pour la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti sur l'éducation pour les réfugiés, les rapatriés et les communautés hôtes. La rencontre s'est déroulée au centre Sunil dans le décor idyllique de la ville touristique d'Arta. L'IGAD, Dr Gebede Etsebeyu, a rappelé que l'IGAD a été chargé de soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'intervention nationaux chiffrés pluriannuels en matière d'éducation pour assurer une éducation inclusive pour les réfugiés, les déplacés internes et les rapatriés, ainsi que la communauté hôte. En conséquence, l'IGAD a travaillé avec les États membres et les partenaires pour élaborer des plans. Certains d'entre eux ont déjà apporté leurs plans et ont déjà commencé la mise en œuvre des autres, comme Djibouti, la Somalie et le Kenya, qui travaillent encore. L'élaboration de leur plan, a-t-il conclu, la consultation nationale génère des informations alimentées d'importants échanges sur l'état d'avancement des préparations des plans nationaux chiffrés qui était l'un des engagements des États membres et des partenaires de l'IGAD. C'est aussi l'occasion d'identifier les lacunes et les recommandations pour les combler. Il fut convenu des prochaines étapes en termes de mise en œuvre efficace du plan chiffré djiboutien afin d'accélérer l'accès inclusif à une éducation de qualité pour les réfugiés et les rapatriés ainsi que les communautés d'accueil dans le pays. Eh bien, je vous disais que l'IGAD aide les États membres à élaborer et à mettre en œuvre des plans chiffrés pour les plans nationaux de réponse à l'éducation en vue de la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti. La déclaration de Djibouti amplifie la nécessité d'accélérer l'inclusion des réfugiés dans le système éducatif national et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte en ce qui concerne l'accès à l'éducation. Notre projet intergouvernemental pour le développement, comme vous le savez, qui regroupe tous les pays de la région de l'Est, à commencer par Djibouti, et les acteurs de l'éducation dans un premier temps, et puis les acteurs régionaux, comme moi, président du conseil régional, et officier de l'état civil dans la région d'Arta. Nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement de l'atelier de consultation nationale sur le partenariat qui a été déjà fait dans le cadre de l'éducation des réfugiés et des expatriés, dans laquelle il y a un plan sectoriel qui a été déjà établi. Ceci dit que nous souhaitons plein succès à cette consultation pour l'intérêt de tous. Cette consultation va effectivement concerner les améliorations, les formations des enseignants à planifier, ainsi que les recommandations qui ont été constatées durant cette première phase des plans
qui a été fait en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Autre actualité nationale cette fois-ci. Écoutons à présent ces quelques réactions recueillies par notre équipe lors de cet atelier. Porte sur les consultations nationales pour valider le plan d'action planifié de Djibouti. Ce plan est financé et élaboré en appui avec le PNUD. D'ailleurs, nous remercions les autorités du PNUD pour leur accompagnement et leur appui pour la mise en œuvre, pour l'élaboration de ce plan d'action budgétisé. L'atelier d'aujourd'hui consiste à valider ce plan, ensuite recueillir les réactions en vue d'améliorer ce plan, ensuite de réfléchir ensemble sur les possibilités de mise en œuvre de ce plan qui met en œuvre la déclaration de Djibouti qui date de 2017. Eh bien, après la capitale et les régions de l'intérieur, le secrétaire d'État chargé des sports a mis en place de nouvelles stratégies pour évoluer le sport en organisant même dans les localités et les zones les plus reculées du pays. Les Jeux d'été, c'est dans cette optique que la localité d'Ali Adé a abrité la finale de la deuxième édition des Jeux d'été grâce à l'association Harra en collaboration avec la sous-préfecture de Ali Adé, la sous-direction régionale du sport, mais aussi avec l'appui indéfectible du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en la personne du ministre du Sport, Hassan Mohamed Kamel. Ces activités sportives sont réalisées au grand plaisir de la Ali Adien, multiples communautaires. C'est sous la houlette du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport que l'association sportive Harra avait donné le coup d'envoi de ces manifestations qui ont duré à peu près de 3 semaines. C'est sous un accueil chaleureux de la population de Ali Adé et au secrétariat d'État au sport que ces événements sportifs ont été clôturés lundi dernier ont vu la participation du secrétaire d'État chargé des sports accompagné des membres de son département, des autorités régionales de la sous-préfecture de Ali Adé, M. Osman Samilier, et du sous-directeur du sport, Ahmed Moussa, le président par intérim de l'association Harra, Mustafa, des locales et de la localité, des sous-localités des cadres civils et militaires, mais surtout de la population diverse, cette localité locale, réfugiés éthiopiens ou somaliens ainsi qu'érythréens, qui vivent ensemble depuis 30 ans avec une totale intégration et cohabitation réussie grâce au préfet Moussa Adel Migueni et de son sous-préfet. Direction le nord où la caravane de promotion et de sauvegarde se poursuit dans la région du nord. Lundi après la région du sud, Arta, la caravane dans le cadre de la promotion et la transmission se poursuit dans la région du nord. L'inlassable est engagé dans cette politique de sauvegarder la transmission des éléments de notre patrimoine culturel à notre jeunesse pour qu'elle soit imprégnée. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoué, a dépêché son équipe technique chargée de cette opération dans la région de Tedjoura, dont la richesse culturelle, force de notre admiration et suscite notre fierté tout en forgeant notre identité culturelle. C'est ainsi que lundi dernier, à savoir hier, une équipe conduite par le conseiller technique du ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Idriss Moussa Ahmed, comprenant des férus de la culture, a commencé à lancer dans la ville blanche. En début, la réunion de lancement a tenue dans le CDC Tedjoura et présidée par le préfet Tedjoura Hassan Dabale, en présence des personnalités locales, général Hassan Chem, le commandant de la police nationale et l'ancien président du conseil régional. Lors de la prise de parole, le conseil technique du ministre de la Jeunesse et de la Culture a remercié les autorités de la population de Tedjoura et a transmis la salutation de la ministre. Il a souligné combien la sauvegarde par la transmission du patrimoine culturel consiste une priorité nationale et pour le présent, en cas capitale culturelle qui retienne toute notre attention, a-t-il remarqué. Eh bien, en effet, c'est en sauvegardant et en transmettant ces jeux de société traditionnels, notamment le Rio Kadalis, le Shax ou le Goss, et bien d'autres par le biais de tournois infrarégionaux et interrégionaux, que nous allons pouvoir sauvegarder notre patrimoine à mise en exergue. La sauvegarde se situe par la mise en place des répertoires en voie de disparition ou en péril. De sauvegarde du patrimoine culturel
de manière générale, le patrimoine culturel, il est vaste, mais actuellement, précisément, je disais que notre action est axée et accentuée, axée sur le jeu de société traditionnel. Il y a le Dabouda, il y a le Jah, le Boub, qui vont compétir, et qui, par région d'abord, au niveau de localité. Pour Tadjoura, il y a le chef-lieu de Tadjoura, mais également il y a Adelou, Dora et Randa. Donc ces 4 régions, où le chef-lieu et ces 3 autres localités vont compétir pour sélectionner les meilleurs finalistes dans les différentes disciplines, lesquels qui par la suite vont concourir avec les autres régions. Mais également, nous avons une partie plus importante, c'est la partie de sauvegarde des jeux de société traditionnels qui sont en train de disparaître. Ceux qui disparaissent doivent être sauvegardés parce qu'on dit ça, c'est un patrimoine culturel en péril et on doit faire le nécessaire pour le sauvegarder. Pour cette mission, nous avons chargé M. Ahmed Farada, qui est un homme de culture que vous connaissez très bien, qui va essayer de collecter, d'identifier les jeux de société traditionnels à phare qui sont en train de disparaître. Que parmi nous, il y a quelques-uns seulement, quelques aînés, qui se le rappellent parce que ce n'est plus pratiqué ces derniers temps. Il fait très chaud. Notre productivité en souffre. Nous avons du mal à circuler en ville. Et pourtant, nous aimerions inverser la situation. Les Japonais, champions de nouvelles technologies, ont trouvé la solution depuis plusieurs années. Maintenant, grâce à une étonnante invention, une veste climatisée. Voici le MAG cet après-midi, réalisé par la rédaction. Il fait très chaud. Notre productivité en souffre. Nous avons du mal à circuler en ville et pourtant, nous aimerions inverser la situation. Les Japonais, champions des nouvelles technologies, ont trouvé la solution depuis plusieurs années maintenant, grâce à une étonnante invention, une veste climatisée. Depuis quelques jours, la veste climatisée a fait son apparition à Djibouti et nous avons eu envie de la tester. Un produit grand public, mais surtout destiné aux travailleurs soumis à l'effort et exposés directement au soleil. Hassan Ali est ouvrier dans le bâtiment. Il n'a jamais entendu parler de cette technologie et lorsque nous lui avons prêté la veste, il n'en revenait pas. Nous l'avons laissé alors travailler toute la journée avec ce nouvel outil, sous le regard intrigué de ses collègues. Une veste qui rafraîchit grâce à 2 ventilateurs, qui brassent jusqu'à 2 litres d'air par seconde entre le corps et le tissu. Ces derniers sont alimentés par une batterie qui a 8 heures d'autonomie à plein régime et le tout démontable. Mais ce qui intéresse Hassan, c'est l'incroyable changement qu'il vient de constater. C'est très positif. La différence est énorme. Je n'en avais jamais vu. Ce serait bien si on pouvait la porter tous, en particulier pendant les mois des Ramadans. Il nous faut cette veste. Pas de transpiration, pas de fatigue. On va travailler plus vite. Sous un soleil battant, même en ce mois d'octobre, circuler en ville reste difficile. La canicule semble s'éterniser. C'est pourquoi la veste climatisée est le moyen moins énergivore pour se rafraîchir. Abdelkader vient lui aussi de découvrir ce vêtement qui continue à faire un carton au Japon et dans beaucoup de pays qui l'ont adopté. Une tenue fortement adaptée à notre climat et utilisable en toutes circonstances. J'ai emprunté la route de la siesta avec cette veste. Je sens que c'est très utile. Je parle du gilet que je porte maintenant. Je suis sous le soleil et pourtant, je sens la fraîcheur d'un climatiseur. J'ai marché de la siesta jusqu'à l'hôpital Pelletier et je ne transpire même pas. Pour moi, la saison fraîche a déjà commencé. La différence est tellement importante qu'on ne pensera plus à la chaleur à Djibouti. Comme pour Abdelkader et Hassan, employés du bâtiment, ouvriers d'autres secteurs d'activité ou hommes en uniforme, nombreux sont les travailleurs qui peuvent tirer profit de la veste climatisée.
Et dans l'actualité internationale, en Espagne, les territoires touchés cet été par les grands incendies, plus de 500 hectares brûlés seront déclarés en état de catastrophe naturelle. En Espagne, les territoires touchés cet été par les grands incendies, plus de 500 hectares brûlés seront déclarés en état de catastrophe naturelle. Un statut qui doit débloquer des aides pour les habitants sinistrés, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre, le chef du gouvernement, lors d'une visite à Benchis, dans la région de Valence, a ainsi déclaré l'état de catastrophe naturelle dans les territoires dévastés par les grands incendies depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, l'Espagne a connu presque 400 feux de forêt qui ont emporté 287 000 hectares, d'après le système européen d'information sur les feux de forêt, soit plus de 3 fois plus qu'en 2021. Entre 2006 et 2021, en moyenne, 67 000 hectares partaient en fumée chaque année, soit 4 fois moins selon les FIS. Le Portugal, frappé par une troisième vague de chaleur depuis début juillet, luttait contre plusieurs incendies alors que le pays a été placé en état d'alerte jusqu'à mardi en raison du risque de feu de forêt. Près de 2000 pompiers étaient mobilisés lundi pour venir à bout des flammes à travers le territoire, selon les données de la protection civile. Le péninsule ibérique souffre cette année d'une sécheresse exceptionnelle, a connu le mois de juillet le plus chaud depuis près d'un siècle. Depuis janvier, au Portugal, plus de 94 000 hectares sont partis en fumée dans le pays, soit la superficie la plus étendue depuis les incendies meurtriers de 2017, qui avaient fait une centaine de victimes, selon le dernier bilan de l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts. Et enfin, en Ukraine, en dépit de la guerre, des risques encourus, l'Ukraine relance son championnat de football de première division. Ce dernier a été interrompu après que la guerre a éclaté. En dépit de la guerre et des risques encourus, l'Ukraine relance son championnat de football de première division. Ce dernier a été interrompu cet hiver après le début de l'invasion russe. Le coup d'envoi de la saison est donné ce mardi avec en match d'ouverture le Métalliste 1925 de Kharkiv face au Shakhtar Donetsk. La vie en Ukraine continue et le football est l'une de ces activités qui donnent des émotions à tout le pays et à ceux qui se battent pour nous tous. Le football est donc essentiel pour nous en tant qu'équipe, non seulement pour le FC Shakhtar, mais aussi pour toute la première division ukrainienne, afin de nous aider à continuer à vivre en montrant au monde que le football continue. C'est ce qu'a déclaré Igor Jovic, entraîneur du FC Shakhtar Donetsk. Par mesure de sécurité, les rencontres se dérouleront à huis clos, sans spectateurs, dans la région de la capitale ou de l'ouest du pays. À chaque sirène signalant un raid, le match sera interrompu. Joueurs et officiels devront se réfugier dans des abris souterrains. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Place sur nos programmes télévisés.